Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, que vous soyez physiquement ici présents dans notre siège ou connectés, bien entendu, par vidéo. Et merci donc pour votre temps et de participer à cette conférence de presse. Je suis là pour ne faire que l'introduction et je vais vous laisser ensuite entre de bonnes mains avec Claire Calmejane, que je pense vous connaissez, qui est en charge de toute l'innovation à la Société Générale et de la diffusion de nouvelles pratiques, et de Christophe Leblanc, qui est responsable de notre pôle ressources et notamment des ressources informatiques qui sont bien sûr au service de la transformation digitale. Donc c'est tous les deux qui entreront beaucoup plus dans le détail de cette Tech Week. Alors nous lançons effectivement la 4e édition de cette Tech Week. C'est un moment qui nous permet, que ce soit en interne ou en externe, y compris vis-à-vis d'étudiants, de montrer un peu comment nous pensons l'utilisation des nouvelles technologies, où nous en sommes année après année. Et c'est vrai que c'est un moment de mobilisation assez fort et qui fait partie de l'acculturation de nos équipes. Dans ces sujets, ça n'est pas qu'un sujet de technologie, ça n'est pas qu'un sujet d'informatique, ça n'est pas qu'un sujet d'infrastructure, c'est aussi une manière de penser les choses différemment. Et là, ça concerne tout le monde, que ce soit des personnels qui travaillent en liaison directe avec les clients, dans la démarche commerciale, marketing, ou aussi par exemple les fonctions. Donc c'est un moment important sur 2 jours. Alors, ce que je voudrais dire, c'est cet événement aujourd'hui, on a choisi de le centrer plutôt sur l'utilisation de la donnée. L'année dernière, on s'était concentré au fond sur des nouveaux business models, sur comment est-ce qu'on travaille avec des startups pour développer de nouvelles activités, penser nos nouvelles activités. Bon, il y a eu des exemples comme Trésor, par exemple, vous savez, cette plateforme qui apporte des services à des néobanques, d'une certaine manière, nos concurrents. Bon, donc nous acceptons, vous le savez, culturellement au sein de la Société Générale, de développer y compris des business models qui peuvent challenger, concurrencer parfois nos métiers existants. Cette année, et vous allez avoir des choses plus précises, nous avons décidé de centrer sur l'utilisation de la donnée avec des cas d'usage précis, très concrets, pour vous montrer comment, encore une fois, l'utilisation de la donnée se diffuse. Alors d'abord, un petit mot quand même juste sur le digital. À l'issue de 18 mois, et on espère tous qu'on ne va pas revenir dans du confinement pour la 5e vague, mais enfin, on verra bien. Évidemment, on a vu la pénétration de l'utilisation des canaux digitaux se poursuivre, se prolonger. Et c'est vrai que d'une certaine manière, nous pensons qu'il y aura une accélération des choses dans les prochaines années, puisque de plus en plus de personnes ont utilisé ces canaux digitaux pour leur vie quotidienne, et y compris pour accéder aux services bancaires. Nous-mêmes, on l'a vu à travers le nombre de clients actifs utilisant nos canaux digitaux, qui a continué à progresser. C'est 62% de nos clients sur la banque de détail en Europe, France, Europe et Russie, qui utilisent les canaux digitaux pour la consommation de services bancaires. Ce qui est intéressant, et on l'avait déjà noté, c'est que ce n'est pas forcément en France d'ailleurs que ce pourcentage est le plus élevé ou accélère le plus. C'est en Russie qu'on a vu qu'on a le nombre de clients actifs le plus important, 69%, et c'est là aussi où ce nombre a le plus augmenté. Ensuite, on voit évidemment, il y a une accoutumance à utiliser les canaux digitaux pour plein de choses. Ça doit être le cas pour vous, j'imagine. 95% des paiements et des transferts sont aujourd'hui faits à travers des canaux digitaux, les applications. C'est extrêmement simple. Il n'y a plus beaucoup de gens qui vont en agence pour faire des paiements ou utiliser d'autres canaux. Donc bref, nous sommes convaincus que l'utilisation des technologies va continuer à se poursuivre dans la consommation des services bancaires et avec derrière une amélioration de la qualité de service et donc de la satisfaction client. Nous avons la conviction que ces nouvelles technologies vont nous aider à mieux faire notre métier, d'une certaine manière en libérant le temps des agents commerciaux à des tâches à haute valeur ajoutée autour du conseil et permettant à chacune et chacun de consommer les services plus simples, avec moins de valeur ajoutée, très, très librement. Alors, sur l'utilisation des données, une nouvelle fois, c'est vrai que c'est au cœur, à mon sens, des prochaines années. Nous avons beaucoup progressé depuis plusieurs années pour, on va dire, bâtir un socle technologique plus adapté
à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc en changeant des architectures informatiques, Christophe pourra vous expliquer ça, avec des applications beaucoup plus souples, beaucoup plus modulaires, avec ces fameuses API dont on parle, qui permettent de se greffer aussi à d'autres systèmes et à une réutilisation à travers le groupe. Donc quelque chose de beaucoup moins intégré que les systèmes anciens. Puis on a progressé aussi dans l'infrastructure avec l'utilisation du cloud et on va continuer à utiliser le cloud, en l'occurrence un cloud hybride, à la fois du cloud privé qu'on possède, si vous voulez, des infrastructures, et l'utilisation du cloud public. Donc ça, c'est pour la partie socle et donc on a bien progressé. Mais c'est vrai qu'on a aussi, donc je pense, bien progressé, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça n'est que le début de ce processus dans l'utilisation des données, pour avoir, encore une fois, des cas d'usage très concrets qui, encore une fois, nous permettent d'ores et déjà de mieux faire notre métier, que ce soit une nouvelle fois dans la démarche commerciale, marketing, dans la décision de risque, dans les fonctions de contrôle également. Mais il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est que le début, y compris dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec tout l'enjeu qui est de rendre cette donnée plus accessible, plus facile, avec, encore une fois, comme je le disais, tous les métiers, toutes les fonctions, comprenant ce que ces données peuvent permettre de faire et comment on peut concevoir de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles approches par rapport à, si vous me permettez, un monde ancien où ces données n'étaient pas aussi accessibles et avec moins d'intelligence artificielle. Et puis bien sûr avec l'enjeu de l'utilisation responsable de ces données. Parce que le parallèle, c'est qu'on est dans un monde avec un risque cyber qui augmente, avec des enjeux de protection de ces données qui ne cessent d'augmenter, avec une Europe qui est d'ailleurs probablement en pointe de ce point de vue dans la calibration de ces règles de protection, et peut-être aussi d'ailleurs avec des consommateurs, des citoyens qui seront de plus en plus attentifs à cet enjeu. À ce stade, je trouve, enfin, on n'a pas le sentiment forcément quand on voit des cas de fuite de données que finalement il y a de tels sujets qui se posent, mais on peut penser que progressivement il y aura une sensibilité accrue à ces enjeux de la part des citoyens, des consommateurs de l'Europe et au-delà. Donc bref, voilà, nous on va dans les 3 prochaines années continuer cette trajectoire d'acculturation, de développement de ce socle, de l'accès à la donnée dans des logiques, une nouvelle fois, d'amélioration de notre service. Voilà, et donc c'est un peu ça l'illustration de ce matin, avec des cas très concrets. Alors moi, je ne les connais pas tous, il y a 330 cas d'usage, mais vous allez en voir quelques-uns. C'est vrai que j'ai toujours en tête, notamment, il y a une espèce de système de conseil dans le placement de l'investissement, la gestion de banque privée, qui s'appelle Sinoé, qui permet à quelqu'un, de manière assez autonome, de recevoir des offres, en tout cas des recommandations d'allocation de ses actifs, et avec un clic, de manière très simple, de suivre, s'il le souhaite, en tout cas ses recommandations, et de modifier ses allocations d'actifs. Ceci, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle qui utilise à la fois des expertises venant de nos marchés, alors évidemment mises dans un système informatique, et la connaissance aussi de l'appétit pour le risque du client, qui donc réunit les deux pour avoir un conseil personnalisé, automatique, par exemple. Mais il y a encore une fois beaucoup d'autres cas d'usage. Dans tout ce qui va être la conformité, nous allons utiliser aussi de plus en plus de données. Parce que si vous voulez, on va passer de processus où on fait des scénarios préétablis qui correspondent à l'idée que nous nous faisons des risques, alors qu'on va aller progressivement, par exemple avec l'intelligence artificielle, dans la capacité petit à petit d'identifier les situations anormales, y compris en apprenant, et pas seulement en reproduisant ce que nous pensons du passé, en apprenant et en essayant ensuite d'identifier des situations anormales et nous permettant, par exemple, de filtrer ces situations anormales de manière beaucoup plus efficace, quitte à ce qu'ensuite l'intervention humaine permette ensuite de creuser tel ou tel cas. Voilà, moi j'ai déjà été trop long, j'entre déjà dans la matière, mais une nouvelle fois, le but de cette conférence de presse, c'est que Claire et Christophe vous présentent les choses. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question ou deux générale, parce que, encore une fois, je voudrais qu'on entre très vite dans cette matière et vous allez avoir certainement d'excellentes réponses et de meilleures que les miennes sur tous ces cas concrets. Est-ce que d'une manière générale, sur la démarche, vous avez une ou deux questions avant que je vous laisse? Ou à ce stade, les choses sont claires? Claire, c'est le cas de le dire. Non, il n'y en a pas en ligne. Il n'y en a pas en ligne? Eh bien, écoute, oui, alors, juste une question. Et oui. Oui.
Oui, tout à fait. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est quand je pense à nos 3 prochaines années, il y aura évidemment la poursuite d'un certain nombre de projets spécifiques de très grande portée stratégique. J'ai bien sûr en tête en particulier le rapprochement de nos 2 réseaux. J'étais à Lyon la semaine dernière, c'était l'occasion par exemple d'en parler, mais aussi Sébastien fait la tournée aujourd'hui des régions pour continuer à communiquer, expliquer le modèle qu'on a détaillé il y a 4 semaines. Bon, ça peut être peut-être, on le verra, des acquisitions aussi, là aussi, porteuses. Comme vous le savez, nous sommes en discussion, par exemple, pour créer le leader de la mobilité. Ça, ce sont des projets très spécifiques. Il y a 2 piliers fondamentaux qui vont être ancrés dans toutes les stratégies. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez poser la question à Christophe en incidente, même si ce n'est pas le cœur de la Tech Week, sur l'ESG et l'informatique. Il y aura beaucoup de choses, là aussi, qui seront faites. Donc, ESG, c'est une révolution en marche. Vous avez vu les enjeux autour de la COP et nous sommes très engagés. Et je suis très heureux de voir que, d'ailleurs, la contribution du secteur financier a été reconnue, je pense, dans la COP 26. Et deuxièmement, le digital. Et c'est vrai que dans le digital, en liaison avec tout ce que je disais sur l'utilisation croissante et qu'on attend même en accélération de ces nouvelles technologies, il y aura un pan significatif pour écrire cette nouvelle trajectoire, à la fois digitale, mais aussi informatique, au service, encore une fois, de l'utilisation la plus simple possible, de l'accès le plus simple possible et responsable, j'insiste, et donc sûr, de la donnée. Et donc, on va avoir des trajectoires informatiques, effectivement, qui concerneront tous les métiers, avec le souci aussi de trouver le maximum d'efficacité, de réutilisation, dans une logique presque d'open source interne, c'est-à-dire d'accès possible aux API qui peuvent être développés par telle ou telle entité, par telle autre, et puis une infrastructure, évidemment, la plus efficace possible. Donc ce sera effectivement un des pans de notre réflexion stratégique. Voilà, je vous laisse. Écoutez, merci encore une fois, et j'espère que cette séance sera en tout cas d'un intérêt pour vous. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse avec Claire et Christophe. Merci. Claire, je te laisse commencer. C'est parfait. Hop. Donc, comme le mentionnait Frédéric, effectivement, on voit de plus en plus nos métiers se digitaliser. On a des business models, on a différents types de business models dans Société Générale. On en a qui sont natifs digitaux, tels que Boursorama, ou qui utilisent le digital de façon très intense, telle qu'ALD. Et puis, on a des modèles qui partaient du brick and mortar et qui se digitalisent de plus en plus. Frédéric mentionnait les chiffres dans le retail. Donc, 62% de nos clients, sur nos 23 millions de clients retail qui utilisent régulièrement le digital. Donc là, on ne parle pas juste de clients qui ont souscrit au digital, on parle de clients qui sont vraiment actifs, qui font plus d'une transaction par mois, une opération par mois sur le digital, avec un taux de servicing qui dépasse les 95%. Et donc une forte appétence sur ce type de canaux qui se traduit, on va le voir, par de plus en plus de besoins d'utilisation de la donnée, de cas d'usage, qui aujourd'hui sont vraiment une réalité au sein de Société Générale. Donc si... et une des raisons, il faut le mentionner, pour laquelle la banque s'adapte également et répond, c'est également les nouveaux entrants qui, eux, nativement, utilisent beaucoup plus la donnée de façon industrielle dans leur modèle. Donc, vous pouvez connaître des modèles tels que Klarna ou Adyen, par exemple, dans les paiements. C'est des modèles qui se rémunèrent énormément sur la valorisation de la donnée et la vente de ces données à des marchands pour faciliter la conversion au moment du check-out, donc sur des sites e-commerce, pour vendre ça. Et finalement, la création de valeur de ces business models, elle est très axée sur leur capacité industrielle à vendre de la donnée. Donc, évidemment, du côté de la banque, on regarde comment s'adapter également aux offres des fintechs, qui elles aussi utilisent cette donnée de façon beaucoup plus régulière pour offrir de la personnalisation, du service en temps réel. Et là, je pense qu'on va vous le montrer dans un instant, mais chez Société Générale, on n'a pas à rougir des travaux qu'on a fait depuis quelques années, et encore une fois de l'utilisation à l'échelle qui est faite aujourd'hui chez Société Générale de ces services. C'est quelque chose, comme je l'ai mentionné, qui est fait dans le monde et sur tous nos types de clients. Je crois que c'était mentionné là. Donc juste pour vous donner une idée, en fait, post-Covid, des différentes évolutions par segment client, ce qu'on a pu voir, c'est que sur les clients particuliers, on a vu une plus forte adhérence de l'usage du digital de façon générale, qui se traduisait, Frédéric le mentionnait,
il y a un instant par des cas d'usage tels que Sinoé, cet outil d'investissement de gestion de patrimoine qui est comme un robot advisor en fait, qui va vous indiquer des possibilités de placement et le faire de façon dynamique et transactionnelle. Donc c'est aujourd'hui un produit qui est utilisé par la plupart de nos clients en ligne en France. Sur les entreprises, on a également vu, évidemment, dans le Covid, beaucoup plus d'utilisation et d'adhérence sur le digital, puisque ça a été, la plupart d'entre eux se sont lancés sur le e-commerce, donc pas forcément finalement dans le milieu bancaire, mais ils ont fait ce pas puisqu'ils n'avaient pas forcément la possibilité d'ouvrir, et du coup, ils ont plus consommé de services digitaux. C'était déjà quelque chose qui était en chemin, mais c'est quelque chose qui s'est fortement renforcé avec le Covid. Et donc là, on a différents types d'enjeux sur tout ce qui est professionnel et TPE. Comme vous le savez, on l'avait présenté l'année dernière, on a fait l'acquisition de Shine. Donc Shine, c'est plus qu'une banque, ça offre des services pour faciliter la vie des auto-entrepreneurs et dans toutes leurs facettes. Donc ça va offrir aussi bien les services bancaires de base, mais également les services de comptabilité, des services de gestion du cash, donc tout ce qui peut avoir autour de la vie de l'entrepreneur et évidemment consommer une partie des données pour mieux offrir ces services, mieux les personnaliser dans ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est vraiment ça qu'on voit comme émergence de tendance sur le marché des pros et des TPE. Sur le marché des PME, on voit qu'ils veulent plus de support dans tout ce qui est leur management de cash flow, leur cash management, leur agrégation de leur vente de ce qu'ils font sur le e-commerce et donc justement le lien avec leur trésorerie et ce qui est possible. Et donc pour ça, on a fait un partenariat avec une fintech, maintenant elle est très grosse, donc je ne suis plus sur les appels des startups ou des fintechs, qui s'appelle Kyriba. Et Kyriba, justement, nous permet de faire tous ces travaux autour de l'analyse de la donnée, du working capital, de la gestion du cash flow, de nouvelles offres de cash management qui est faite. Donc on avait fait ce partenariat il y a plus de 6 mois. On l'a renforcé récemment avec la publication de l'offre qui, on le voit, fonctionne plutôt bien chez nos différents clients. Et sur la partie large corporate, là, on a une digitalisation qui a toujours été présente donc dans nos grands clients, puisque quelque part, eux utilisent en interne des ERP, sont connectés, notamment pour la partie cash management, trésorerie, déjà sur les flux de gestion avec ce qu'on fait. Donc, on a la plateforme SG Market à l'intérieur de Société Générale qui permet justement cette connexion, comme le disait Frédéric, avec ces API. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il faut également équiper le banquier d'outils prédictifs qui lui permettent de comprendre sur des projections de cash flow, sur les projections de trésorerie, sur les projections de ce qui se passe chez son client, de réunir les différents points de données et de faire des propositions à ses clients, des simulations qui sont possibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, l'utilisation des analytics, aussi bien pour le cross-sell et l'upsell, que en fait, pour avoir plus d'insight, plus d'intelligence, et quelque part, on voit dans les banques les plus avancées, et on fait des benchmarks réguliers, c'est quelque chose qui est présent sur la partie de ce qu'on appelle le senior banker, le relationship manager, mais également dans les processus d'onboarding, ou pour tout ce qui est KYC, facilitation, on va utiliser énormément d'IA qui va permettre l'identification des pièces justificatives, le fait qu'à travers le monde, on va pouvoir utiliser le même KYC sur sur ces grands clients, qui devient maintenant une réalité au sein du groupe Société Générale. Donc tout ce qui est en dessous de ces tendances, on le voit, elle est énormément nourrie par la donnée en fait, finalement. Évidemment, c'est des trends digitaux, mais c'est vraiment la capacité d'avoir une vision à 360 de nos clients, la capacité de développer des nouveaux services sur la base des données qui devient une réalité. Chez nous, on catégorise l'utilisation des cas d'IA en 4 catégories. La première, c'est tout ce qui est personnalisation, donc personnalisation, recommandation, qui va être présente pour avoir une meilleure attente. Alors évidemment, dans la plupart des pays européens, on est en respect de toutes nos règles GDPR. Alors ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que ce n'est pas toujours le cas sur toute notre géographie, puisqu'on a une banque en Russie qui, elle, n'a pas GDPR. Donc on voit des cas d'usage un petit peu différents selon nos géographies, notamment dans le retail. Mais en France, on voit qu'il y a à peu près 30%, 35% d'uptake de nos clients sur le fait d'avoir des offres personnalisées.
Et évidemment, sur le servicing, là, je parle plus de la partie marketing. Et sur la partie servicing, évidemment, on peut utiliser les données pour fournir un meilleur service. Donc, on a différents cas d'usage qui sont présents sur ces domaines. Donc ça, c'est une partie super importante pour nous, le fait d'avoir une banque qui est plus personnalisée, qui est de moins en moins transactionnelle, mais qui est de plus en plus relationnelle sur le digital, qui est capable d'anticiper et de fournir des services qui sont on time et également finalement dans le bon contexte pour nos clients. La deuxième partie, c'est tout ce qui est en fait réactivité. Et donc là, on revient au changement du modèle transactionnel à un modèle beaucoup plus interactif. Donc sur Société Générale, on utilise beaucoup de chatbots qui sont déjà déployés à large échelle. Donc en France, vous avez Sobot, mais sur Boursorama, vous avez également Elliott. Pour vous donner une idée, on processe à peu près juste en France 15 000 conversations par jour, avec un taux sur les chatbots, avec un taux de satisfaction de 98%. Donc c'est quelque chose qui finalement est très naturel. Évidemment, si le client ne trouve pas sa réponse, rapidement il est redirigé vers un agent qui va pouvoir répondre à sa question. Mais très souvent, en fait, dans les questions de base, il va pouvoir trouver sa réponse sur ce chatbot ou ce callbot. Sur ce chatbot, et justement ce qu'on voit, c'est aussi l'arrivée des callbots de plus en plus, donc c'est-à-dire par téléphone, où au lieu d'avoir vous savez, les traditionnels IVR, donc le fait que vous appelez et puis on vous dit il faut appuyer sur 1, il faut appuyer sur 2, il faut appuyer sur 3, vous pouvez parler en langage naturel. Quelque part, ça va vous guider beaucoup plus rapidement vers la résolution. Et encore une fois, on voit des NPS, notamment chez Boursorama, de satisfaction qui sont assez élevés. Également parce que ça permet de résoudre l'attente client. Évidemment, dans les files également d'attente sur téléphonie, on utilise de plus en plus d'intelligence artificielle, de processing pour comprendre la donnée. Même en Russie, on va pouvoir catégoriser les émotions, regarder pour pouvoir prioriser les clients qui doivent être traités en priorité. Donc on voit que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aller assez loin pour répondre à ces nouveaux enjeux clients de personnalisation et de réactivité. Mais également, on les retrouve dans l'efficacité opérationnelle et dans la protection de la banque. Donc sur l'efficacité opérationnelle, clairement, l'utilisation de la data et de l'IA permet de fiabiliser un des processus maintenant utilisés à large échelle sur un grand volume de clients et dans un monde qui est de plus en plus digital. Donc un exemple qu'on montre dans la Tech Week, c'est l'exemple de Cast. Cast, c'est aujourd'hui une analyse automatique des communications audio et électroniques dans 16 pays dans le monde, qui va donc pouvoir processer ce qu'on appelle le speech to text, donc la capacité de parler et de le traduire en texte, l'ossérisation, donc le fait de prendre des photos et de pouvoir extraire les données qui sont présentes sur ces photos et de transformer ça en texte et donc en données qu'on peut analyser. Et des services de traduction qui sont en 26 langues. Donc c'est quand même un système très robuste qui nous permet en temps réel de regarder l'intégralité des communications, des transactions qui sont faites dans le groupe, en respect encore une fois des régulations en rigueur, mais qui permet de renforcer l'efficacité opérationnelle à travers le groupe. Et enfin, sur tout ce qui est protection et clients de la banque, aujourd'hui dans la Tech Week, on voit les deux cas d'usage qu'on appelle Philae et Défi. C'est des cas d'usage dont vous avez le détail qui permettent de gérer la fraude, notamment donc la fraude justement dans le monde digital qui est de plus en plus présente, qui a des volumes et de nouveaux risques qui sont associés. Christophe y reviendra. Et donc évidemment l'intelligence artificielle est une façon de pouvoir analyser ces volumes de données en temps réel, de pouvoir extraire beaucoup plus rapidement les signaux et de pouvoir faire aussi ce qu'on appelle du prédictif, c'est-à-dire pas seulement l'analyse des données, mais également de pouvoir anticiper et donc d'être plus réactif pour la protection des données clients. Alors l'utilisation de l'IA et de la data, elle devient cœur dans la construction de ce qu'on appelle notre banque data-driven. Elle devient cœur comme un pilier stratégique de notre transformation digitale à venir. Mais il faut aussi se rendre compte que ce qu'on cherche dans la plupart de nos modèles, c'est quand même une IA qui travaille avec nos collaborateurs et avec nos clients. Donc c'est une IA qui est centrée sur l'humain et la compréhension de l'humain. C'est une IA de confiance. Donc c'est une IA qui s'appuie sur des fondamentaux robustes qui sont développés par l'informatique, mais également des formations métiers. On va en revenir dans un instant. Et c'est une IA qui est sécurisée
comme on l'a mentionné, et qui a une gouvernance à l'intérieur du Société Générale qui s'appuie sur notre gouvernance réglementaire pour pouvoir toujours répondre à nos obligations. Aujourd'hui, Frédéric l'a mentionné, on a à peu près 330 cas d'usage dans le groupe Société Générale. Donc on est passé, quand on parle de ces 330 cas, ce n'est pas ce qu'on appelle des proof of concept, hein, ce n'est pas du test, c'est vraiment des cas qui sont en production de façon industrielle. On a vu une augmentation de 80% de ces cas depuis 2019. 170 d'entre eux utilisent de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a un portfolio qui est estimé à 230 millions de valeurs à fin 2021 dans le groupe Société Générale, avec une forte accélération qui s'est faite sur cette année. Donc on peut anticiper qu'il y aura une accélération encore plus forte qui viendra dans les années à venir, puisqu'on a appris à le faire, on a aussi appris à l'intégrer dans nos reportings financiers et dans nos trajectoires au quotidien. C'est-à-dire qu'on traque dans le portefeuille des 330 cas d'IA quelle est la génération, donc soit en NBI supplémentaires générés, soit en coûts d'efficacité qui sont réalisés. Donc du coup, on ne demande pas la répartition exacte dans les 230, mais c'est à peu près l'enveloppe globale qu'on estime aujourd'hui dans notre portefeuille. Et donc parmi ces cas, ce qui est important également de noter, c'est qu'on en a à peu près une quinzaine maintenant qui sont à l'échelle et qui traversent plusieurs de nos business units et service units, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste dans la banque de détail France ou dans les banques de détail russes, ils sont réutilisés en fait dans le groupe sur plusieurs entités. Et ça aussi, c'est un chiffre important qui a été augmenté dans les derniers mois, puisque quelque part, on apprend à faire l'utilisation cross-pays, cross-région. Et du coup, on va pouvoir capitaliser sur ces travaux pour encore plus accélérer la roadmap qui est à venir. Vous avez le détail, donc ça c'est juste les typologies, mais elles sont très adhérentes aux catégorisations de l'intelligence artificielle que j'ai mentionnées, mais c'est la répartition de nos 330 cas qui est faite. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est que l'IA, donc là j'ai plus parlé des usages et de comment ça se traduit aujourd'hui dans nos business models, de la génération de valeur qui est faite, mais avant tout, pour nous c'est aussi une révolution culturelle, au-delà de la révolution technologique, et pour ça on passe un temps important en formation. Aujourd'hui on a à peu près 1000 experts de la donnée au sein du groupe Société Générale. On a à peu près 300 data scientists, et après on va avoir des préparateurs de la donnée. Vous avez Christina et Julien qui sont juste derrière nous, qui pilotent de façon plus opérationnelle ces équipes pour moi et Christophe. Et puis on a une DSI qui est spécialisée pour fournir ces services autour de la data. Mais pour nous, c'est vraiment une révolution culturelle dans le métier. Une révolution culturelle qui va passer par donner l'accès à tous à la donnée et rendre tous propriétaires et responsables de cette donnée, de faire que la donnée qui est publiée est la bonne donnée, qu'elle est intègre, qu'elle est réutilisable par différents départements. Et c'est un des plus gros enjeux de toutes les compagnies, je pense, dans le monde. Évidemment, un grand enjeu de Société Générale, de s'assurer qu'on a une donnée source qui peut être réutilisée partout dans le groupe et exploitée. Et donc ça, on a par exemple signé un contrat groupe avec Dataiku, qui est une compagnie qui permet la préparation des données, l'automatisation du reporting, et puis dans les modules avancés, l'utilisation de modules d'intelligence artificielle qui peuvent être partagés avec différentes compagnies. Donc c'est un partenaire stratégique qui va nous permettre d'avancer dans la durée sur l'accélération de cette trajectoire, mais également sur la démocratisation de l'accès à de la data et de l'IA, puisque quand vous allez dans une plateforme comme Dataiku, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la donnée. C'est un petit peu la next generation Excel. Donc c'est ce type de principe sur lesquels il faut former les métiers pour qu'ils arrivent à adopter et changer leur façon de travailler. Donc ça, c'est un des premiers enjeux qui m'amène au deuxième, qui est les nouvelles façons de travailler autour de la donnée. Donc ça veut dire concrètement, vous savez, évidemment dans une entité régulée telle que la Société Générale, on passe un certain nombre de temps en gouvernance et en meeting. Aujourd'hui, la préparation de ces meetings, elle passe par des préparations de PowerPoint, des questions qui vont être posées dans les comités pour s'assurer que la gestion des risques est appropriément faite, et puis une analyse des points complémentaires.
Aujourd'hui, à travers les nouvelles plateformes de data, on peut quasiment préparer ces reportings en temps réel sur ce qu'on appelle Tableau BI ou sur un Dataiku, et finalement quasiment avoir la réponse en comité en temps réel. Alors ça demande un énorme effort à nos data scientists de bien modéliser, préparer ces comités, etc. Mais ça permet beaucoup plus de rapidité dans l'exécution et dans le suivi, et également un temps important finalement qui est sauvé par rapport à la préparation de PowerPoint qui sont assez importants, qui ont des données assez robustes, etc. Donc une traçabilité qui va être beaucoup plus forte. Et donc ça demande que même dans le top management, on change nos façons de travailler, on accepte que la préparation des meetings de gouvernance soit faite différemment, que les questions soient faites différemment, que les cycles soient faits différemment. Et donc c'est tout un système de formation qu'il faut mettre en place dans le top management, dans les équipes opérationnelles, et puis en formant les personnes qui préparent également ces comités où j'ai parlé des data scientists, mais de plus en plus on veut que l'intégralité de nos collaborateurs soit capable de le faire. Et donc ça amène au développement de nouvelles compétences qu'on voit de plus en plus dans le groupe. Je vous ai parlé des data scientists, des préparateurs de la donnée. On a des gens qui travaillent de façon technique dans la donnée. Donc tout un ensemble de familles qui va se décliner finalement aujourd'hui dans une dizaine de rôles peut-être différents. Donc, il y en a peut-être 3-4 qui sont très bien connus, mais en fait, on voit qu'il y en a beaucoup plus à terme, des analyses de la donnée qui vont se développer et qui vont être des nouveaux rôles qui vont être créés au sein des différentes organisations, dont Société Générale. Et donc pour ça, on déploie des programmes de formation qui sont assez importants. Depuis 3 ans, on a formé l'intégralité de notre top 60 de notre management committee, où on a fait des sessions assez hands-on, où on leur a fait pratiquer c'est quoi un modèle d'intelligence artificielle, c'est comment ça fonctionne, c'est quoi la prédictabilité, c'est quoi les grandes intelligences artificielles qui existent aujourd'hui dans le groupe. Et donc on continue régulièrement à les nourrir sur des cas d'usage, parce que ça part vraiment de nos CEO, de nos patrons de métier, qui intègrent l'intelligence artificielle au cœur de leur stratégie. Et donc pour ça, ils doivent acquérir finalement de nouvelles compétences, telles qu'on l'a fait sur le digital, pour pouvoir enrichir la stratégie et l'inscrire au cœur de la stratégie métier. On a également des programmes de formation qui sont disponibles pour l'intégralité de nos staffs. Donc l'année dernière, cette année, on a formé plus de 5000 de nos staffs sur 21 pays, sur des formations qui sont certifiantes et diplômantes. Donc 2000 d'entre elles ont obtenu une qualification, qui n'étaient pas forcément des professionnels de la donnée, c'était des gens qui cherchaient également à évoluer vers ce type de rôle, qu'on voit de plus en plus se développer au sein de Société Générale. Et puis on a développé, alors là, de façon très spécifique, un programme de reskilling. Donc là, c'est des employés qui choisissent pendant quelques mois d'aller suivre un programme vraiment de reformation sur le métier de la donnée. Et donc aujourd'hui, on prévoit à peu près 10% de mobilité interne sur tout notre programme de reskilling. Donc il y a 4 ou 5 dimensions dans notre programme de reskilling, mais la data en est l'une d'entre elles. Et donc on prévoit à fin 2022 d'avoir reskillé à peu près 150 à 200 de nos staffs. Et évidemment, si ces programmes fonctionnent, ils vont passer à l'échelle au sein du groupe Société Générale de façon assez importante. Donc ça vous donne une idée aussi bien sur la nature finalement de notre transformation de business, comment Société Générale devient cette banque data-driven. Aujourd'hui, encore une fois, l'intelligence artificielle chez nous, c'est une réalité. Ce n'est pas un futur souhaitable, c'est quelque chose, quand vous avez vu les 334 usages, qu'on utilise déjà à large échelle au quotidien pour servir nos clients. Quand moi je vais dans le réseau sur certains de nos cas et que je parle à nos conseillers sur qu'est-ce que vous avez pensé de telle intelligence artificielle, les gens souvent me répondent en me disant Claire, c'est pas de l'intelligence artificielle, en fait c'est juste une façon de mieux faire mon travail au quotidien, et si on peut faire plus de personnalisation, que je peux avoir plus d'intégration, c'est génial, et je veux continuer à le faire. Et puis également toutes nos actions de formation, de révolution culturelle, parce qu'encore une fois, c'est pas une révolution technologique, hein, c'est pas une IA qui est là d'un point de vue technologique, c'est vraiment une transformation de la façon dont on fait nos métiers dans la banque et qui correspond encore une fois à des mouvements de fond, à des changements d'expérience client, mais également à des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché, qui eux utilisent ces données de façon très intense. Je vais passer la parole à Christophe pour la partie plus technologique et CSR. Eh bien, merci Claire, merci pour nous avoir illustré cette transformation de nos métiers
et nos fonctions aussi de support à partir de la donnée. Alors, moi, je souhaiterais insister sur 2 points, en fait, avec vous et souligner ces 2 points. C'est que pour réussir cette transformation, il y a 2 ingrédients qui sont nécessaires. Le premier, effectivement, c'est de travailler de façon responsable avec la donnée. C'est le premier axe. Et le deuxième, c'est évidemment d'avoir un socle technologique qui nous permette effectivement et qui permette à ces métiers de développer les cas d'usage dont a parlé Claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? Alors là, j'ai essayé d'illustrer effectivement un peu ce thème pour que vous puissiez palper effectivement les choses de façon concrète. La première chose, c'est que, évidemment, une utilisation de la donnée peut très vite devenir très exponentielle. Et donc, il nous faut, en matière de responsabilité, faire attention effectivement aux impacts, je dirais, de cette donnée, de cette consommation, sur notre consommation en CO2. Et vous savez qu'un des axes stratégiques du groupe Société Générale, au-delà de la centricité client et l'efficacité, c'est justement, comme l'a dit Frédéric, la RSE. Et à ce titre, la filière informatique du groupe Société Générale est très engagée sur ce domaine de la RSE, puisqu'on a signé en 2019 la charte de la responsabilité numérique. Donc, en matière de RSE, évidemment, on se dit, une fois qu'on a utilisé la donnée, essayons de le faire de façon frugale, essayons de l'utiliser qu'une seule fois, et essayons aussi de détruire les données lorsqu'on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est l'optimisation, effectivement, de notre consommation, si je puis dire, brute de la donnée. La deuxième chose, c'est notre empreinte en matière de data center. Et là, on a lancé un grand programme depuis 2017 de rénovation de nos data centers, de sortir des sites qui sont, je dirais, à forte consommation pour aller vers des sites plus modernes et plus connectés avec le réseau pour nous permettre effectivement d'ailleurs d'être plus résilients. Donc là, par exemple, en titre d'illustration, on a sorti le data center de Tigerie pour aller vers celui de Marcoussis, qui est beaucoup plus moderne et utilise beaucoup moins de consommation électrique et donc de CO2. Et on diminue ainsi l'empreinte CO2 de la filière informatique. D'ailleurs, à ce titre, en matière de RSE, la filière informatique s'est engagée et va s'engager dans les années à venir à réduire fortement sa consommation CO2, puisque on souhaite, en 2025, réduire de 50% la consommation de la filière informatique en matière de CO2. Donc ça, c'est le premier aspect assez brut de dire la responsabilité, c'est d'abord évidemment notre empreinte climatique sur l'environnement, et donc essayer effectivement de l'optimiser. La deuxième, c'est ce que disait Frédéric, c'est-à-dire en fait, on se rend bien compte que tout ce qui est RSE va changer la façon dont nos métiers aussi conseillent nos clients, entrent en relation avec les entreprises, garantissent ou accordent des crédits à telle et telle entreprise, et tout ça pour favoriser la transformation énergétique de l'ensemble de notre écosystème. Et ça, pour faire ça, ça veut dire qu'on va devoir changer nos processus d'octroi de crédit, processus d'entrée en relation. Et ça veut dire aussi qu'on se dote de nouveaux types de données qui vont décrire effectivement quelles sont les caractéristiques de nos clients en matière d'empreinte RSE et donc étendre notre champ de données et l'utilisation de ceci pour permettre effectivement d'encourager la transformation énergétique de notre écosystème. Voilà, donc ça c'est pour la partie RSE. Ensuite, la donnée, vous l'avez bien compris, la banque c'est évidemment un acteur de confiance pour nos clients. La donnée, il faut qu'on la protège. Alors pour la protéger, on a des outils, et bien évidemment pour lutter contre la fuite de la donnée. Et donc on a, je dirais, déployé dans l'ensemble du groupe ce qu'on appelle des Data Leakage Protection Tools, c'est DLP dans notre jargon, qui nous permet effectivement de protéger et de détecter, je dirais, les fuites de données vers l'extérieur qui ne seraient pas licites. Donc ça concerne tous les canaux de distribution de l'information. Ça concerne les mails, mais ça concerne aussi, par exemple, les flux Internet. Donc ça, effectivement, ça fait partie effectivement, de cet engagement que la banque a pour assurer la protection de données de ses clients comme de ses collaborateurs. Enfin, une utilisation responsable de la donnée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi utiliser les algorithmes dont on parlait Claire de façon responsable. Et donc, on est actuellement en fait en train de définir une charte en interne pour utiliser les modèles sans biais en matière d'IA, et pour s'assurer que les modèles qu'on utilise n'avantagent pas telle ou telle catégorie de clients ou ne comportent pas un biais qui nous conduirait effectivement à faire des choix erronés en matière, je ne sais pas moi, de credit rating ou d'entrée en relation.
Voilà, donc ça c'est pour le domaine de la responsabilité. Donc on développe effectivement, je dirais, cette transformation qu'a décrite Claire, c'est, je dirais, dans un cadre qui effectivement se veut responsable. Et je mentionnerai enfin, évidemment, qu'on le fait en respectant les réglementations, c'est-à-dire effectivement en respectant le RGPD qui nécessite, dans certains cas, hein, comme vous le savez, le consentement de nos clients. Donc voilà pour l'aspect responsabilité. Maintenant, sur l'aspect solutions technologiques supportant cette transformation. Eh bien, pour pouvoir supporter cette transformation, on a créé des entrepôts de données qui sont à la disposition des métiers, à la disposition de ces data scientists dont en parlait Claire. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement un entrepôt qui permette effectivement d'avoir un ensemble de données le plus large possible. Cet entrepôt, il est soit sur nos data centers, donc c'est ce qu'on appelle sur notre cloud privé, si vous voulez, ou sur le cloud public. Et vous voyez qu'en fait, on l'a décomposé en domaines. Hein, le domaine qui concerne les fonctions centrales, hein, qui peuvent avoir des données sur les finances, les risques, le compliance, la HR, mais aussi sur le retail banking en France, par exemple, qui est effectivement dans le même entrepôt de données à la disposition de l'ensemble de la communauté. Parce que ce qui est important, hein, c'est que la donnée, elle n'est pas le propriété hein, pour nous d'un métier. Elle doit servir à tous et elle est à la disposition de tous dans cet entrepôt de données. Et aussi, on a mis effectivement une partie de données sur le cloud public. Hein, vous le voyez, c'est sur toutes les données qui concernent effectivement la banque d'investissement. Mais ceci est géré globalement. On a créé récemment une direction informatique qui est en charge du Digital et des Data Solutions, on appelle DDS chez nous. Eh bien, effectivement, c'est elle qui gère l'ensemble de ce patrimoine, je dirais, d'entrepôts de données. Et donc, qui est capable d'orienter évidemment les demandes des métiers, comme des fonctions de support, vers tel et tel domaine, en fonction effectivement de sa localisation, mais aussi qui a l'expertise à la fois pour gérer ce data lake interne, hein, ou je dirais la partie cloud public. Et en termes de taille, vous voyez, c'est très important, hein, puisqu'on parle effectivement d'un actif technologique qui représente à peu près 40 pétabytes de données. Peut-être un point important aussi, parce que je mentionne le cloud public, en matière de transfert de la donnée, donc vous avez compris, on a un cloud privé où on met l'essentiel de nos données, mais aussi on s'est doté d'un principe de transfert de données sur le cloud public. C'est-à-dire qu'on ne transfère pas n'importe quoi sur le cloud public, on respecte la réglementation en la matière. Vous savez qu'il y a certains pays qui nous interdisent de transférer sur le cloud public ou sur des gros cloud providers américains un certain nombre de données. Donc c'est Frédéric qui parlait de la Russie, c'est le cas en Russie par exemple, ou en Chine. Mais aussi, on a mis en place certains principes internes dans lesquels effectivement on s'autorise ou on ne s'autorise pas certains transferts. Donc, de nos jours, en fait, aujourd'hui, on s'autorise effectivement une grande partie de nos transferts sur les clients, sauf sur les clients particuliers en France, parce qu'il y a une certaine sensibilité. Et vous savez qu'il y a actuellement des échanges avec le gouvernement sur la création d'un cloud de confiance. Et donc, une fois que et on est très intéressé par cette initiative, parce qu'une fois que cette initiative sera en place, si elle émerge, il y a quelques discussions, par exemple avec Microsoft, Capgemini et Orange, par exemple, vous le savez, avec l'initiative bleue, eh bien, peut-être qu'on pourra mettre aussi les données, par exemple, de nos clients particuliers en France sur ce cloud de confiance et bénéficier d'un environnement, effectivement, de développement comme celui, effectivement, que l'on trouve sur le cloud Azure. Donc voilà, donc un actif technologique qui existe, qui a été construit ces dernières années et qui est à la disposition de nos métiers pour, je dirais, se transformer et utiliser à plein ce patrimoine de données qui est la richesse de la banque. Alors peut-être une parenthèse, parce que je parle du cloud, et ça fait partie de nos axes stratégiques dans la stratégie informatique sur lequel on travaille effectivement et qui va nous projeter jusqu'en 2025, c'est on va continuer évidemment à utiliser le cloud de façon massive. Alors ce qu'on a fait de 2017 à 2020, c'est construire un actif technologique et nous permettre effectivement de nous acculturer sur le cloud, qu'il soit un cloud interne ou un cloud public. Donc on avait un objectif par exemple qu'on s'était fixé en novembre 2017, lors de l'Investor Day à l'époque, c'était d'avoir 80% de nos serveurs sur le cloud. Là, on ne faisait pas de distinction sur le cloud, c'était un cloud à la fois de première génération et de cloud de seconde génération. Un cloud de seconde génération, c'est le plus automatisé possible, en fait, pour nos développeurs.
Le cloud de première génération, il est moins automatisé, il y a moins de services à la disposition de développeurs, et voilà, donc c'est moins intéressant. Cela étant, bon, il était important qu'on engage le mouvement. Donc le mouvement, il a été engagé, puisqu'on est au-delà de 80% de nos infrastructures sur le cloud en général. Là, désormais, dans notre nouvelle phase stratégique, ce que l'on veut faire, c'est utiliser et pousser à fond, je dirais, le cloud de seconde génération, qui permet effectivement aux développeurs d'être le plus efficace possible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller d'environ 15% aujourd'hui de cloud de seconde génération, en termes de pourcentage d'infrastructure, je dirais, donc vers 75% à l'horizon 2025. Vous voyez, c'est une transformation très importante. Et ça nécessitera une transformation importante de nos applications, parce que l'automatisation sur le cloud se fait aussi avec une transformation applicative. Donc ça, c'est un axe important de notre stratégie et ça participe évidemment à cette transformation sur la donnée dont on parle. Ensuite, dernier point effectivement sur le socle technologique nécessaire, c'est bien d'avoir des entrepôts de données, encore faut-il pouvoir y accéder, encore faut-il avoir ce qu'on appelle, je dirais, le data tooling autour de ces entrepôts de données pour permettre aux data scientists, comme aux autres collaborateurs, de pouvoir tirer parti de ce patrimoine. Alors, on a développé un certain nombre d'outils. Il y en a certains qui sont... On va travailler sur l'accessibilité et sur la qualité. Alors l'accessibilité, c'est, là encore, on souhaite effectivement que l'utilisation de la donnée soit très responsable. Donc on va travailler sur les workflows qui permettent à chacun des métiers d'accéder au patrimoine de données. Est-ce que c'est permis? Est-ce que ce n'est pas permis? Et donc il y a des règles juridiques de conformité qui doivent être, je dirais, respectées. Et ça, c'est tout ce qu'on a mis en place pour permettre de donner, je dirais, un feu vert à l'ensemble des utilisateurs sur le data lake pour dire oui, vous pouvez le faire avec tel type d'usage, vous pouvez utiliser et accéder sans problème à ce domaine de données. Mais c'était nécessaire pour pouvoir évidemment y accéder de façon je dirais, satisfaisante et dans le cadre qu'on s'est fixé. La deuxième chose, et Claire en a parlé, je ne vais pas y revenir, c'est les outils d'accès et de facilité de développement des cas d'usage par les data scientists eux-mêmes, mais pas que. Et comme Claire a décrit effectivement ce qu'on pouvait faire avec DataIQ, mais l'idée c'est de développer des techniques de low-code ou de no-code pour permettre effectivement cette transformation, pas que nécessairement par des spécialistes comme les data scientists. Là on est encore dans l'accessibilité. En matière de data qualité, je dirais ce qui est important pour un entrepôt de données, c'est que la donnée soit bien décrite. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur ce qui est dictionnaire de données, catalogue de données, dictionnaire applicatif, ce qui nous dit d'où vient la donnée, comment elle a été créée dans les applications et comment on la retrouve dans notre lake. Et ça, c'est très important pour permettre effectivement d'avoir une description juste de la donnée et de permettre aux gens qui veulent accéder à notre data lake de s'y retrouver entre où est-ce qu'on a rangé telle et telle information, tel champ pour telle et telle donnée. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Donc notre transformation est en marche en utilisant fortement effectivement le patrimoine de la donnée, mais ça se fait dans un cadre responsable et en utilisant un patrimoine technologique que nous avons construit ces dernières années et que l'on souhaite évidemment, dont on souhaite tirer parti au maximum. Voilà, donc je vais m'arrêter là peut-être maintenant. On va essayer de prendre vos questions. Et on laissera peut-être un peu de temps, parce que Frédéric en a parlé, j'y tiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le 23 novembre, c'est le lancement de la Tech Week qui se fait de façon digitale du fait des conditions sanitaires. Et je crois que Jean-Sébastien va nous présenter, si c'est possible à la fin, un peu la plateforme digitale, et ça vous permettra d'avoir une idée de la Tech Week avec ses différents axes. Et vous trouverez évidemment la donnée comme un des axes très importants sur cette plateforme digitale qui se veut comme une sorte de campus universitaire dans lequel vous allez d'un pavillon à l'autre. Et il y a le pavillon, évidemment, un pavillon très important de la donnée, au-delà des autres pavillons que vous allez découvrir avec Jean-Sébastien, qui sont, je dirais, les éléments importants de notre future stratégie informatique 2022-2025. Voilà, je m'arrête là. Peut-être que je prends maintenant les questions et j'ai un œil aussi sur les questions en ligne. Oui, il y a une question. Attendez, vous avez un micro, peut-être que c'est mieux. Philippe du Monde Informatique. Je pense que c'est bon. Si, oui. Voilà. Oui, voilà, j'ai une question. Vous avez évoqué les clouds de première, deuxième génération. Peut-être c'est possible d'avoir une précision sur les types de technologies. Vous avez évoqué, notamment, il doit y avoir du Azure derrière, mais pas seulement, puisque vous avez évoqué aussi une stratégie multi-cloud.
Donc, quelles sont la répartition entre les clouds que vous appelez première, deuxième, si c'est possible d'avoir les technologies qui sont derrière, et puis également les avancées en matière de cloud souverain. Donc bleu, on voit bien que vous êtes intéressé, ça veut dire qu'aujourd'hui, la stratégie data et cloud de la Société Générale ne se fera à partir de 2023 qu'au travers de ces clouds souverains, ou alors il y aura quand même l'usage de cloud traditionnels, AWS, voire Google, ou au travers de leurs offres actuelles. Okay. Oui, alors on a principalement 2 cloud providers externes qui sont actuellement AWS et Azure. On ne souhaite pas nécessairement démultiplier l'ensemble des clouds de providers externes, parce que vous comprenez que ça crée aussi une certaine complexité opérationnelle de gérer évidemment les relations avec plusieurs clouds externes. Il faut s'assurer que quand on utilise le cloud externe, on le fait dans un certain cadre, effectivement. Et d'ailleurs, on a développé des outils qu'on appelle chez nous Trust and Control qui permettent d'utiliser le cloud externe de façon sécurisée, si je puis dire, pour nos équipes de développeurs. Donc on a 2 clouds externes majeurs, hein, Azure et AWS. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'empreinte de ces clouds externes est en train de croître, même si elle reste quand même limitée par rapport à l'ensemble des, je dirais, des infrastructures internes que nous utilisons. Donc, à l'horizon 2025, c'est ce qui était dans le slide, on pense que l'empreinte du cloud externe représentera grosso modo 25% de nos infrastructures. Donc, il restera, et il ne faut pas se leurrer, il restera une grande partie de nos applications et de nos données qui seront stockées sur du cloud interne. Quand je parle de cloud de seconde génération, le cloud externe est un cloud de seconde génération. Mais sur le cloud interne, on a aussi créé, je dirais, un cloud de seconde génération qui permet d'avoir des services, pas aussi complets que sur le cloud externe, mais qui permet d'avoir des services importants pour les développeurs. En clair, par exemple, ils peuvent créer des environnements de bases de données assez rapidement et beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc ils peuvent créer, voilà, je veux créer un environnement de base de données, un clic et ça y est, c'est créé sur des serveurs du cloud dit de seconde génération, notre plateforme qu'on appelle PaaS dans notre jargon. Donc l'idée, c'est évidemment de réorienter l'ensemble de nos applications, soit vers ce cloud interne de seconde génération, soit vers le cloud public. Et ça suppose que les applications s'automatisent. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, peut-être que j'en sais plus pour en parler, qu'elles se dockerisent, voilà. Donc, et ça permettra effectivement aux développeurs d'aller beaucoup plus rapidement dans leur développement demain, et aussi ça nous permettra d'être plus résilients. Alors, ensuite, il y a la question que vous posez sur le cloud dit de confiance. Alors, oui, ça nous intéresse parce qu'on sent bien que, je dirais, nos clients peuvent être sensibles, effectivement, où on va mettre leurs données. Donc, en particulier, les clients de la banque de particuliers en France. Donc, oui, tout ce qui va nous permettre de passer, effectivement, sur un environnement de type Azure, sur un cloud dit de confiance, qui soit je dirais, non sensible, je dirais, au Cloud Act américain, eh bien, évidemment, c'est quelque chose que l'on regarde de très près. Mais je dirais, on regarde aussi la façon dont l'écosystème va bouger, parce que et aussi la pression que vont mettre, je dirais, nos clients pour pouvoir migrer vers cet environnement de confiance ou pas. Je rappelle ici qu'il y avait eu en Allemagne, je crois, en fait, des initiatives sur du cloud un peu dit de confiance, et ça n'avait pas marché parce qu'il était tout compte fait. C'était pas si important pour les clients, et puis il était beaucoup plus cher. Donc la façon dont je ne sais pas, l'initiative bleue va se développer. La façon dont ils vont, je dirais aussi, facturer leurs services, en fait, par rapport à un cloud dit traditionnel, va jouer. Et donc on observe, on est intéressé, mais pour l'instant on n'ira pas les yeux bandés, si je puis dire, en disant ça y est, on va tout mettre. Non, je pense qu'il y aura des choses qui s'y prêtent, des choses qui ne s'y prêtent pas, et pour bénéficier peut-être d'un environnement un peu plus complet sur le cloud public, on ira peut-être pour certaines données des particuliers sur le cloud de confiance pour certains cas d'usage. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, peut-être pas. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour, Kevin Truget de l'AFP. Vous évoquez vraiment
La sensibilité des particuliers français, est-ce que ça veut dire que dans les autres pays où vous êtes présents, c'est pas du tout une question ou une interrogation, ce cloud de confiance et la mainmise des Américains, on va le dire comme ça, sur ce marché? Disons que ça nous paraît moins prégnant. Alors, encore une fois, il y a des pays où c'est interdit. Donc là, on n'ira pas. Mais disons que le gouvernement français, l'Europe en particulier avec Gaia-X et le gouvernement français avec cette volonté de créer un label dit de cloud de confiance fait que on sent qu'il y a une certaine sensibilité. Et de façon prudente aujourd'hui, on ne sait pas autoriser le transfert de données de clients particuliers en France sur le cloud public. Mais c'est pour ça qu'on regarde de façon intéressée effectivement la partie cloud bleue, enfin les initiatives bleues. Mais voilà, pour répondre à la question. Oui, je vois qu'il y a quelles sont les périodes ou les timings dont vous êtes fixés pour implémenter ces différents modèles de technologie? À quelle période les filiales africaines de SG pourront-elles bénéficier de cette révolution technologique? Il y a une même question, cette évolution informatique sera-t-elle valable pour vos filiales, y compris en Afrique? Dans ce cas, allez-vous former des informaticiens localement? Alors, sur le timing, hein, vous avez compris que la transformation des applications, qui est la bonne façon de faire du transfert vers le cloud public. Parce que si vous ne transformez pas votre application, vous allez directement sur le cloud public, c'est ce qu'on appelle le lift and shift. En fait, vous ne tirez pas vraiment parti de l'automatisation possible de vos développements et ça ne présente pas trop d'intérêt de migrer sur le cloud public. Il vaut mieux rester sur vos infrastructures internes. Donc cette transformation applicative prend du temps. Donc c'est pour ça que cette migration de 15% aujourd'hui à 75% vers le cloud de seconde génération que je vous ai mentionné va prendre de l'ordre de 2 à 3 ans. Et l'objectif, il est effectivement 2025. Alors, pour ce qui concerne les questions sur les filiales, oui, enfin une grande partie, enfin, je regarde Jean-Sébastien qui travaille sur le sujet, qui supervise particulièrement le domaine ex-IBFS, donc les filiales spécialisées ainsi que les filiales africaines. Oui, elles font partie du mouvement, en fait, hein, il ne faut pas les laisser à côté de la route. Maintenant, il est clair que il y a des réglementations en Afrique qui sont encore je dirais, qui ne favorisent pas nécessairement l'utilisation du cloud public. Hein. Donc on en a bien conscience, donc ça va nécessiter un peu de temps avant qu'on puisse migrer vers de tels clouds, en tout cas sur le cloud public. Et si on ne peut pas aller sur le cloud public, il faut qu'on arrive effectivement à arrimer les filiales africaines vers le cloud de nos infrastructures de seconde génération. Et ça, on va y travailler. Donc pour nous, le premier objectif pour les filiales africaines, c'est de permettre l'utilisation de notre cloud interne. Et ça aussi, ça nécessite aussi des réglementations, que ça nécessite qu'on discute avec les régulateurs locaux, car le transfert d'un pays vers la France n'est pas africain vers la France n'est pas toujours évident. Et donc là aussi, ça nécessite un peu d'infrastructure juridique. Mais je dirais la première des mouvements qu'on cherche, c'est de diffuser notre cloud interne auprès de ces filiales avant d'aller vers le cloud public. Je sais pas si... Oui. Sur la partie métier, en Afrique notamment, on voit qu'ils utilisent au même degré qu'en France, ils sont demandeurs, en tout cas d'un point de vue usage et nouveau business model, de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data. Donc au Maroc, par exemple, ils ont lancé une banque en ligne qui s'appelle Sogé, sur laquelle on a vu une forte adoption et une forte croissance. C'est un modèle très innovant au Maroc, puisque c'est une des premières banques en ligne qui correspond un peu au modèle qu'on a en France de Boursorama. Évidemment, ils ont une forte utilisation de la donnée pour, encore une fois, l'upsell, le cross-sell, l'équipement client, les chatbots, et ils sont demandeurs énormément, j'étais avec le patron du Maroc, de tout ce qui est fait dans le groupe pour pouvoir justement accélérer leur transformation, les nouveaux usages qui peuvent être faits. Et Julien peut en parler s'il y a plus de questions en détail, mais sur la plaque africaine, on a fait énormément de travaux aussi sur toute la partie données, utilisation de la donnée, aussi bien sur le modèle opérationnel, donc l'efficacité d'un modèle opérationnel où on est présent finalement en Afrique avec plusieurs banques, plusieurs pays, et eux, ils ont des enjeux d'industrialisation du modèle. Donc, finalement, ils sont très demandeurs d'aller plus vite dans leur transformation par rapport à ça. Et également sur la partie usage,
où on les voit qui développent et qui adoptent, qui est là. Et donc c'est en fait toujours ce qu'on voit dans l'histoire que Christophe et moi vous a racontée, c'est la stratégie, les usages, la qualité des données et l'infrastructure. Et il faut que toutes les boîtes se mettent en place pour atteindre des business models industriels digitaux. Mais il n'y a pas une seule façon d'y aller. C'est toutes les pièces se mettre en marche au fur et à mesure. Effectivement, c'est des transformations d'ampleur et pluriannuelles qui ont des composantes juridiques. En tout cas, chez Société Générale, on a des convictions sur la responsabilité, le stockage, l'utilisation des données qu'on a voulu vous placer. Et c'est un vrai axe stratégique de développement pour nous. Je ne sais pas si ça marche, oui. J'avais une question précise, très concrète sur un cas d'utilisation de la donnée, sur la sensibilité des consommateurs. Vous avez lancé il y a 2 ans, je ne sais plus si 2 ans ou 3 ans, une offre de cashback fondée sur l'analyse de la donnée des consommations de cartes bancaires. Et la question a été posée, est-ce que vous allez revendre ces données à des commerçants éventuellement qui pourraient pousser les offres? Alors, il a été dit qu'il n'en était pas question dans un premier temps, mais que ça pourrait évoluer. Mais est-ce que ce genre de cas très précis sur le débat entre commercialisation, marchandisation et consommateurs, vous pouviez évoluer? Enfin, voilà, c'est un cas très précis, mais qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de plan de commercialisation des données clients. On pense que la banque est un acteur de confiance et un tiers de confiance et qu'au contraire, on capitalise sur cette marque qui a fait ce qu'est la banque et que ça sera un différenciateur dans le futur. Donc notre position est de ne pas commercialiser les données clients, notamment, là on parle des cas retail. Alors après, le cashback a évolué. On avait un premier cashback qui était fait en France, qui est disponible sur la marque Société Générale. On a lancé une nouvelle plateforme chez Boursorama qui s'appelle The Corner. Et donc The Corner, quelque part, va offrir aussi bien une navigation digitale qui est beaucoup plus intégrée et beaucoup plus personnalisée sur le fait de vous fournir des offres voyage, des offres chez les commerçants. Donc c'est une nouvelle façon de proposer ces services de cashback. Donc on va plutôt sur étendre l'offre et mieux analyser les données avec le consentement. Encore une fois, il faut que le client veuille souscrire à cette offre pour pouvoir en bénéficier, mais en aucun cas dans la commercialisation aux marchands de ces données clients. Alors, j'ai peut-être une dernière question en ligne avant le... Peut-être il y en a une là, d'accord. Okay. Évidemment, on va prendre le temps. Raoul Le Magaiti, je me demandais en fait, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de cloud seconde génération? Est-ce que c'est du PaaS? Est-ce que vous allez au-delà? Est-ce que c'est serverless ou des choses comme ça? Et ensuite, quel est le stade du déploiement de Dataiku? Combien d'utilisateurs? Où en êtes-vous de cette adoption qui est à la fois pour les data scientists et me semble-t-il aussi pour des citizen data scientists, citizen analystes au sein de Société Générale? Non, ce que je mets sous le cloud de seconde génération, oui, c'est des plateformes PaaS. Okay. D'accord. Donc c'est une plateforme PaaS qui permet effectivement d'avoir des environnements en automatique pour les développeurs assez complets, quoi, par rapport à une première génération qui était uniquement sur du compute, en fait, donc sur des plateformes dites IaaS. Donc oui, c'est des plateformes PaaS. Alors sur l'utilisation de Dataiku, tu veux peut-être... Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a signé... Alors je me retourne vers Julien et Christina juste pour ne pas faire d'erreur parce que ces chiffres changent beaucoup en ce moment parce que comme on a signé le contrat groupe cet été, on voit un fort uptake de toutes nos divisions en fait, puisque c'est très demandé finalement, parce qu'encore une fois, la plateforme Dataiku, elle permet aussi bien la traçabilité de la donnée que d'automatiser les reporting. Et encore une fois, on n'utilise pas tous les modules de la plateforme Dataiku. Donc c'est une solution qu'on avait déjà depuis quelques années dans la fonction risque, où justement pour toutes les données de risque, ils l'utilisaient et ils automatisaient la plupart de leur reporting réglementaire. Donc on avait, je pense, plus d'une 50aine de licences, il me semble, qui est déployée déjà chez Risk. On vient de signer 25 licences à l'AKB, qui va déployer différents cas d'usage. Donc, l'AKB, c'est notre banque de détail en République tchèque, qui va pouvoir, lui, utiliser différents cas d'usage, notamment business. Et puis, au niveau du groupe, on a signé plus de 300 licences qui peuvent être... C'est 300, c'est ça? Ou... un peu moins, ouais, c'est ça. C'est quoi le chiffre exact? 150 à 200 qui ont été signés au niveau du groupe, qu'on est en train de déployer, comme je mentionnais, assez rapidement. Donc on voit que quand les entités comprennent en fait, comment elles peuvent l'utiliser,
assez naturellement, en fait, finalement, elles utilisent la plateforme. Mais ce qui est important, c'est que sur ces types de plateformes qui sont low-code, no-code, comme mentionné, nous, notre enjeu, c'est pas que les data scientists utilisent plus la plateforme, en fait, c'est que des métiers tels que la conformité, comme l'a fait la gestion des risques, mais tels que la conformité, tous les métiers notamment opérations, qui font des checks manuellement sur nos opérations de KYC, etc., migrent vers ce type d'utilisation. Donc on est vraiment sur une transformation culturelle qui est assez importante. Donc une partie de mon rôle, c'est justement d'aller voir nos différents CEO de nos BUSU et de leur dire quelles sont tes problématiques. Et voilà, là, en changeant culturellement, en changement de ton operating model, tu peux faire ça plus rapidement avec une meilleure efficacité dans son rendu, etc. Donc c'est pas que la licence, tu vois, c'est aussi vraiment la partie modèle opérationnel qui change. Et évidemment, vous le savez, la banque se transforme partout. Je le mentionnais, on fait face aux nouveaux entrants, donc c'est une de nos priorités dans les prochaines années. J'ai quelques questions en ligne, peut-être que je vais les prendre. Christine Holzbauer qui me demande « Ma question sur la formation d'informaticiens en Afrique n'a pas été répondue ». C'est vrai qu'il y avait une partie formation. Alors, en Afrique, on a le souhait de spécialiser par grand type de région d'Afrique nos informaticiens. Donc, on a fait des centres, notamment au Maroc et aussi en Côte d'Ivoire, donc des centres spécialisés qui nous permettent d'avoir, à la fois de soutenir l'Afrique subsaharienne, comme effectivement le reste de l'Afrique à partir du Maroc. Donc, c'est là que se situe effectivement la formation de nos informaticiens. Et d'ailleurs, les directions d'infrastructure, par exemple, du groupe, ont directement des équipes qui soutiennent ces centres. Donc, on utilise ces centres comme évidemment vecteur, je dirais, avancé de l'informatique en Afrique. Il y a toujours du support local, mais l'idée, c'est bien que l'essentiel des développements et l'essentiel de la connaissance soit dans ces centres qui supportent l'ensemble de la région Afrique, avec évidemment un aspect régional bien marqué sur la partie subsaharienne comme sur le reste de l'Afrique. Ensuite, il y a une question concernant les algorithmes et les non-biais. Quelle démarche allez-vous mettre en œuvre pour assurer cela? Comment se fera leur audit et par qui? Alors, aujourd'hui, j'ai dit qu'effectivement, on est en train de discuter en interne, effectivement, pour développer une charte d'utilisation, je dirais, des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on a un certain nombre de principes en tête. Mais ce que je puis dire, c'est que la banque a quelque part un avantage en la matière. C'est que, comme nous sommes très régulés, vous le savez, nous avons aussi des équipes qui ont l'habitude de vérifier des modèles, notamment des modèles de valorisation des actifs financiers ou des produits de marché. Et donc, c'est un peu c'est sur le même principe que lorsque, effectivement, on devra peut-être demain vérifier des algorithmes d'intelligence artificielle dans certains cas d'usage, que l'on envisage de passer au crible, je dirais, de ce filtre et de cet audit, si vous voulez, nos modèles d'intelligence artificielle. Je dis ça demain parce que vous savez comme moi que l'Europe est en train de réfléchir sur des réglementations en matière d'intelligence artificielle, et peut-être que sur les cas les plus risqués, il faudra effectivement avoir ce type de dispositif. Mais heureusement, dans les banques, en tout cas, il existe déjà, ne serait-ce que pour valider les modèles de nos actifs financiers. Et peut-être une dernière question. Bonjour, quel est le retour sur investissement dans la RIU? Quel est le retour sur investissement typique que vous privilégiez sur un modèle d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a un ROI type? Non, je ne pense pas, non, Claire. On n'a pas un ROI type. On n'a pas de ROI type. Par contre, c'est vrai qu'on a été, les 3 dernières années, on a fait un gros effort. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait de l'intelligence artificielle qui était utilisée ou des cas de data qui étaient peu générateurs de valeur. Et donc, il y avait peu de potentiel de passer à l'échelle au sein du groupe Société Générale. Donc aujourd'hui, dans notre stratégie, ce qui est important, c'est de se focaliser. Justement, on a créé ce cadre d'analyse de la valeur pour focaliser nos efforts sur les cas qui ont le plus de potentiel et du coup, en travaillant entre les équipes de Christophe et les miennes, de passer à l'échelle ces intelligences artificielles sur nos différentes entités métiers. Et donc ça va créer le cœur digital industriel de nos modèles économiques à terme. Et donc c'est notre conviction. Donc on a vraiment fait ce travail. Avant, on avait et c'est normal, c'était les balbutiements. C'est souvent le cas dans les entreprises. Au niveau des balbutiements, il y avait évidemment des cas qui étaient faibles générateurs. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est la génération de valeur et le reuse.
Donc la capacité vraiment de ne pas développer X fois, mais d'en utiliser une et la plus performante, de la mettre à l'échelle dans le groupe. Et certains des cas qu'on vous a mentionnés, que ce soit Sinoé, vous avez le cas Personetics, nos enjeux, c'est vraiment qu'ils soient à taille de l'organisation. Et c'est également pour ça que dans la Tech Week, on les montre à l'intégralité de nos collaborateurs pour être sûr qu'au maximum, ils sont utilisés par nos différents métiers. Excellente transition, parce que je vous propose que maintenant on donne la parole à Jean-Sébastien qui va nous faire une démonstration rapide effectivement de la plateforme, le campus digital dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je vais vous montrer la plateforme de la 4e session de la Tech Week. Ce sera la 4e année. Alors effectivement, cette année, comme les fois précédentes, c'est le lieu de rencontre finalement de la technologie et du métier à l'intérieur de Société Générale. On aura 33 use cases qui seront présentés, 17 conférences, vous allez le voir dans la plateforme. Et puis c'est l'occasion pour nos 140 000 collaborateurs de s'acculturer effectivement au digital à travers le monde. Alors dû aux circonstances évidemment de la pandémie, mais aussi parce que c'est un moyen très fort de toucher nos entités à l'international, cette année on a complètement digitalisé l'événement. Et on le voit d'ailleurs ce matin, là, depuis tôt ce matin, dans les pays plutôt à l'Est, on va dire, on a le succès attendu à l'international notamment. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est de lancer la petite vidéo, si vous voulez bien, pour vous découvrir un petit peu l'univers que nos utilisateurs aujourd'hui sont en train de découvrir. Donc c'est on va dire une plateforme immersive un peu en 3D qu'on peut voir sur différents devices. On a créé ce village technologique où vous voyez 6 pavillons principaux qui sont nos principaux axes prioritaires aujourd'hui. Alors on a parlé de la data bien sûr, mais les plateformes également, la sécurité qui est un axe très fort, la RSE, bien sûr, l'efficacité et le cloud. On va rentrer dans le pavillon data pour vous donner un exemple très concret. Donc les différents pavillons se composent de la même manière. Vous avez un desk d'accueil avec toute la liste affichée des conférences, etc., auxquelles vous avez accès. Et puis vous pouvez rentrer dans l'espace de démonstration. Et là, on va vous montrer une démonstration spécifique. Tout le monde en a parlé, de Sinoé en l'occurrence. Donc on peut avoir les documentations, bien sûr, chatter avec les gens, les experts qui ont conçu ces cas d'usage. Voilà, la vidéo va se lancer. C'est parti. Et si on a le son, c'est top. Dans la vie, il y a des choix plus faciles à faire que d'autres. Choisis fraise. Dans une société en pleine évolution, où les cartes sont rebattues continuellement, comment optimiser au mieux son patrimoine ? Pour mieux répondre aux besoins de ses clients, la banque privée France Société Générale a développé Sinoé et Mon Patrimoine. Avec ces 2 solutions complémentaires, les clients ont désormais accès à une solution de conseil digital jusqu'à présent réservée aux banquiers. Ces nouveaux outils, c'est plus de réactivité, d'agilité et de conseils en quelques clics. Véritable hub digital, la solution Mon Patrimoine donne aux clients une vue globale et détaillée de leur patrimoine, financier et non financier, chez Société Générale Banque Privée ainsi que dans d'autres établissements. Tout ça en un seul coup d'œil. Ressources juridiques, fiscales, ainsi qu'un outil d'autodiagnostic d'allocation d'actifs complètent ce dispositif. À la clé, des actifs optimisés, un échange banquier-client approfondi et des solutions proposées collant parfaitement aux besoins exprimés. Sinoé est une solution de conseil en arbitrage digital. En fonction du profil des clients, elle propose des arbitrages adaptés à ses objectifs et ses connaissances financières, tout en lui laissant la main pour davantage d'autonomie. Ces conseils personnalisés sont générés grâce à des choix stratégiques de la banque privée Société Générale. Allocation de son portefeuille, performance de ses investissements, toutes les informations sont regroupées dans un tableau de bord. Ces 2 solutions rencontrent un véritable succès auprès de nos clients. Cette réussite nous donne envie d'aller plus loin. Dans la même lignée technologique que Sinoé, le service Le Coach Financier sera bientôt disponible pour les clients en gestion libre. Pour Mon Patrimoine, l'objectif est de détecter les points d'attention liés à la structure du patrimoine et pourquoi pas d'intégrer un diagnostic ISR-ESG. Enfin, pour davantage de fluidité dans le dialogue, d'accélérer le recueillement du consentement.
Cette nouvelle approche digitale du conseil patrimonial permet aux équipes d'apporter une valeur ajoutée commerciale différenciante, mais c'est aussi un excellent moyen de reconnecter les clients dormants avec des solutions personnalisées et pourquoi pas de capter des actifs détenus par la concurrence. À la clé, une meilleure contribution aux objectifs de croissance. Plus de réactivité pour davantage de valeur, voilà le secret de ces deux solutions qui pourraient être bientôt étendues à d'autres entités. Quand vous soit du big data, du machine learning, des API, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce use case. Pour finir, donc c'est un événement inédit pour nous, un format d'événement inédit qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, qui semble se révéler un succès dès ce matin. Ce qui nous a aussi paru intéressant, on a ouvert la plateforme à un certain nombre d'étudiants, et là on a eu un succès assez important, on a 800 étudiants qui se sont inscrits pour venir la découvrir. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Merci en tout cas pour votre attention, merci d'être venus pour ceux qui sont là, merci aussi aux gens en ligne en fait, et j'espère que ceci vous a éclairé sur l'utilisation que nous faisons de la donnée, mais aussi effectivement le lancement de notre Tech Week Digital. Merci à tous, à bientôt. Merci.